Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Change Now, bienvenue à cette édition spéciale Solutions pour la planète. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis journaliste spécialisée sur les questions de biodiversité, également la fondatrice d'un média qui s'appelle La Corneille. Et donc je vais modérer cette session qui s'appelle Voir la Terre autrement. Là vous vous dites, ok, c'est quoi ce délire, voir la Terre autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé exactement la même question que vous en découvrant la thématique, donc ne vous inquiétez pas. Et pour l'introduire, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que je suis modératrice sur cette session. Donc en effet, je suis journaliste, mais ce qui m'a amené à me poser des questions sur les enjeux environnementaux, c'est tout simplement que j'ai grandi et que je suis née dans une des zones les plus polluées de France, l'étang de Berre, que vous connaissez peut-être, qui se situe entre Aix et Marseille. C'est ce qu'on appelle la deuxième concentration de sites Seveso en France. La norme Seveso, c'est une norme industrielle qui vous explique que c'est des sites industriels qui peuvent faire boum à tout moment et vous avec. Donc pas très sympathique. Vu comme ça, on se dit, bon, c'est juste des sites industriels comme on a partout dans le monde finalement. Il se trouve que non. Puisque aujourd'hui, ces sites industriels, ils ont un impact considérable évidemment sur les écosystèmes, sur l'environnement, comme vous pouvez vous en douter, mais également sur notre santé, puisqu'on a un taux de cancer qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, des maladies chroniques qui sont en pleine explosion. Donc tout ça, ça fait réfléchir évidemment sur le fait que ce qu'on fait à la Terre, on se le fait aussi à nous-mêmes. Donc quand je vous dis le sud de la France, je vous demande de fermer les yeux quelques secondes. Le sud de la France, pour vous, c'est peut-être le soleil, les cigales, le son de la mer, les vagues qui viennent s'écraser sur le littoral. Et parfois, c'est aussi l'empreinte de l'homme sur cette terre. C'est des maisons qui viennent coloniser un peu tout ce littoral. Et parfois, il y a des cheminées qui se mettent à pousser, nos fameuses usines. Ces usines-là, elles crachotent de la fumée en permanence. Et là, ça vient en quelque sorte casser un peu votre rêve, cette vision que vous avez fantasmée de ce fameux sud de la France, dans un paysage agréable, dans lequel on se sent bien. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vous propose de faire, de changer aussi le regard qu'on porte sur un territoire qu'on vient profondément changer par nos activités, et pour autant un territoire avec lequel on est profondément lié. On y est lié parce qu'on y grandit, parce qu'on y fonde une famille parfois, parce qu'on vient y travailler, parce qu'on vient y créer des relations. Et pour autant, on a du mal à dézoomer de nos vies, de nos quotidiens, de nous, de l'ego. Donc avec nos 2 intervenants, nos 2 amazing speakers, on va venir challenger tout ça, prendre de la hauteur, se poser quelques instants pour voir la Terre autrement. Pour faire ça, on va commencer avec une keynote de Maxime Blondeau, que vous devez connaître comme un cosmographe, comme quelqu'un qui, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de son livre Géoconscience, nous permet de dézoomer avec des images satellites, avec des images, des cartes du territoire. Et donc je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Il va nous faire sa keynote et vous inviter à voir la Terre autrement. Je vous propose de l'accueillir Maxime Blondeau tout de suite. Merci. Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Ravi d'être ici. J'ai 20-25 minutes pour vous exposer mon message, mon travail, qui je suis, ce que je fais. C'est très court, donc ça va être assez dense et j'espère que vous allez réussir à saisir un petit peu le fond de mes idées. Après, on aura d'autres occasions pour ceux qui veulent creuser, de discuter ensemble. Alors, j'attends un petit peu peut-être que la présentation se lance. Ok, on est là. Donc, à retenir, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis cosmographe. J'enseigne à Sciences Po, aux Mines de Paris. Je suis aussi identifié parce que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux et donc un certain nombre de personnes apprécient mes contenus. S'ils sont abonnés, je suis également entrepreneur. J'ai lancé plusieurs initiatives, le Printemps écologique notamment, ou encore Cellcop chez moi en Bretagne, à Vannes, où je vis. Voilà pour qui je suis dans les très grandes lignes. Je suis aussi l'auteur d'un livre que j'ai commis il y a quelques mois qui s'appelle Géoconscience. Alors qu'est-ce que c'est la cosmographie, cette discipline dont je vous parle? Quand vous entendez cosmographe, vous êtes en droit de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est la cosmographie, l'ancêtre de la géographie d'une certaine manière, mais c'est plus que ça. Moi aujourd'hui j'applique la cosmographie aux sciences humaines, c'est une réflexion sur le territoire, sur la façon dont nous avons collectivement de le penser, d'agir sur lui, d'interagir avec lui. Et donc j'aime bien le placer à la croisée de ces 3 notions, le territoire, la technologie et l'imaginaire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les mécanismes collectifs
qu'il y a derrière notre rapport au territoire. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Est-ce qu'il n'y a pas des dysfonctionnements quand on est une entreprise, quand on est une administration, un gouvernement, une collectivité? C'est la question que je pose à travers la cosmographie. Le message qu'il y a derrière, après 10 ans d'enseignement et on va dire 2 ans de prise de parole en public devant des publics très variés, c'est le suivant, c'est qu'il est devenu vital. Quand je dis vital, je le souligne parce que pour moi, c'est une question de vie ou de mort, littéralement. C'est une question existentielle. Il est devenu vital de faire évoluer notre conscience collective du territoire. La façon dont on en parle, la façon dont on collecte des données, la façon dont on le représente dans les imaginaires, dans les films, sur les réseaux sociaux, partout. Donc, comment est-ce qu'on change cette manière de représenter le territoire, l'habitat que nous partageons? Et comment on fait ça? Là, c'est plutôt le fruit de mon travail, là où j'en suis depuis une dizaine d'années. On change notre conscience collective du territoire par un travail sur la perception du milieu, comment est-ce qu'on perçoit ce qui nous entoure, en communiquant sur ce qu'est le territoire et la façon dont on interagit avec lui mieux, et en développant une nouvelle culture à travers des imaginaires, de l'éducation et des récits. Alors la cosmographie, ce n'est pas du tout une discipline récente. Ça fait 2000 ans, presque 2500 ans qu'il existe des cosmographes dans la Grèce antique, en Égypte antique, dans la bibliothèque d'Alexandrie, vous aviez des savants qui étaient des cosmographes, qui s'attachaient à représenter le monde dans des cartes, des dessins, qui essayaient de le comprendre en fait. La géographie est plus récente, c'est le 19e siècle à peu près que c'est devenu une discipline au sens universitaire académique. Là, vous avez le plus ancien globe terrestre qu'on ait jamais retrouvé, c'est 1496, et c'est un cosmographe qui l'a réalisé, qui s'appelle Martin Benaïm. Aujourd'hui, la cosmographie existe encore dans les universités, mais elle est appliquée aux sciences physiques, et notamment l'astrophysique. Les cosmographes, comme Hélène Courtois, qui est une des plus grandes cosmographes astrophysiciennes du monde aujourd'hui, qui est française, elle s'attache à représenter les galaxies, la naissance des étoiles, le Big Bang, en fait l'espace-temps dans lequel on vit, mais l'espace-temps lointain. Moi, la question que je pose, c'est pas celle-là. C'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire dans notre mode de représentation de l'espace-temps proche, le territoire dans lequel on vit, l'espace vécu? Et ça, en anthropologie, donc c'est la discipline que je pratique surtout, en tout cas dont je m'inspire. En anthropologie, il existe quelque chose qu'on appelle les cosmovisions. Les cosmovisions, c'est la manifestation graphique, les images, de la façon dont on se représente le monde en fonction des cultures et souvent des croyances, des religions en fait. Là, vous avez à gauche une cosmovision des Vikings. Il y a 1000 ans, dans les mythologies nordiques, en gros les populations qui croyaient aux mythologies nordiques se représentaient le monde de cette manière. Un arbre central, Yggdrasil, un monde supérieur, un monde inférieur. Et cette cosmovision avait des répercussions très concrètes sur l'économie, l'habitat, l'architecture, la façon de mener des guerres, la façon d'explorer le territoire. C'était très concret, ce n'était pas qu'une histoire, qu'une mythologie. Même chose à droite, vous avez une cosmovision chrétienne, plutôt de la Renaissance. C'est les cercles concentriques d'enfer et de paradis. C'est Dante, la Divine Comédie. D'ailleurs, on garde encore dans notre langage commun en français la notion de septième ciel. Ça, vous voyez, c'est une cosmovision, c'est-à-dire que c'est un récit et une structuration de notre rapport à l'univers. Moi, ce que je propose, après 10 ans d'enseignement, d'activisme, d'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il y a un problème fondamental à la racine de nos représentations de l'espace-temps, qui sont les causes des dysfonctionnements écologiques. J'ai rarement rencontré des gens qui veulent détruire le monde sciemment, en disant « ha ha ha, je vais détruire le monde ». Non, la réalité, c'est qu'il y a des dimensions entières qu'on occulte dans nos systèmes. C'est le logiciel de pensée du monde quand on est une entreprise, une administration, un gouvernement qui est défaillant. Pourquoi? C'est la question que je pose. Et comment est-ce qu'on le soigne? C'est la question que la cosmographie pose également. Aujourd'hui, on vit un moment qui est très particulier parce qu'on est dans ce que j'appelle une révolution cosmographique. La façon dont collectivement on se représente le monde est en évolution comme très rarement dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez un mouvement qui s'appelle le mouvement du platisme, Flat Earthers en anglais, qui explose depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000. C'est un symptôme de cette transformation profonde. C'est un symptôme de plein de choses, faillite de l'école, méfiance vis-à-vis du discours global dominant des médias, des partis politiques, de la science. Il y a plein de questions derrière le platisme. Mais ce que ça manifeste, c'est qu'on est en transformation et que la plupart des gens, parce que vous avez des millions de personnes, en France, c'est 10% de la population. Aux États-Unis, c'est entre 25 et 35 millions de personnes qui déclarent adhérer au platisme. Ce n'est pas du tout un petit quelque chose anecdotique. C'est un vrai phénomène de remise en cause de la façon dont on raconte le monde et dont on se le représente.
Ça, pour moi, c'est un symptôme de quelque chose d'effrayant, mais c'est aussi le symptôme d'un momentum, d'un changement. En ce moment, notre vision collective du monde est en train d'évoluer. C'est l'occasion de soigner ce qui dysfonctionne et de reconstruire une vision plus saine, plus cohérente. Ça, c'est la cosmographie, mais dans la cosmographie, il y a aussi la façon dont on raconte le territoire avec nos tripes, l'affect, l'émotion, les racines, l'identité, la famille, l'endroit où l'on est, tout simplement. Ça fait aussi partie de ce que j'appelle la cosmographie au sens plutôt socio-culturel. Et puis évidemment, il y a la question technologique, parce que comment est-ce qu'on se représente le territoire, comment on fait rentrer toutes ces données, toutes ces notions, toutes ces informations de l'habitat qui nous entoure dans des modèles comme les entreprises ou les administrations. On passe par les nouvelles technologies. Ça, c'est un travail qui a été réalisé par l'IGN. En France, on a la chance d'avoir un Institut national géographique précurseur sur tout un tas de domaines. Là, ici, vous avez un jumeau numérique de Castellane, pour ceux qui connaissent le sud de la France, et qui nous permet d'aller collecter des données, de choisir ce qu'on a envie de travailler dans notre relation au territoire. Et puis, c'est aussi, par exemple, les réseaux sociaux, Instagram, le tourisme est en train d'évoluer. La façon dont on va choisir le lieu de nos vacances est en train d'évoluer parce que le numérique est en train de changer la façon dont on représente graphiquement les territoires. Voilà un peu, je vous fais un panorama de ce que ça peut être la cosmographie et en gros le type d'acteurs qui, moi, me sollicitent depuis 2-3 ans pour appliquer ce regard à leur secteur industriel, à leurs problématiques, politiques publiques ou secteur privé. Et c'est aussi une question qui se pose pour les individus, pour chacun d'entre nous. Comment on représente le territoire et comment on le vit. La grille d'analyse que je propose depuis 10 ans, c'est de voir un petit peu, ça c'est inspiré par exemple du taoïsme, c'est de voir le territoire comme étant un système dynamique. Et ce que j'ai développé, c'est une vision du territoire comme étant la croisée de 3 sphères. Le territoire, c'est plein de choses, c'est la question que pose la cosmographie. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas que le géo, c'est pas que la terre, c'est pas que le géographique et le géologique, c'est pas non plus que le vivant. C'est pas que l'animal et le végétal qui fait partie du territoire, qui le transforme d'ailleurs. Et c'est pas non plus que le technologique, les infrastructures, l'habitat, l'urbanisme, le transport. C'est tout à la fois. Et donc la cosmographie, c'est la volonté de croiser ces 3 grandes sphères pour mieux comprendre le territoire que l'on habite. Alors pourquoi est-ce que je parle d'un momentum ? Pourquoi est-ce que je dis qu'en ce moment, et quand je dis en ce moment, je parle de notre génération en fait, même si en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer sur la façon dont on se raconte le monde. Comment est-ce qu'on fait évoluer maintenant dans le bon sens, de préférence, notre perception collective du territoire ? Alors on peut prendre un petit temps pour revoir la façon dont l'évolution de l'humanité s'est construite en matière de perception du territoire. Donc en gros, la planète Terre a à peu près 4,7 milliards d'années. Les premiers hominidés humanoïdes, genre Homo, sont apparus il y a à peu près 5, 6, 7 millions d'années. C'est la période que les préhistoriens appellent le paléolithique, donc la préhistoire ancienne, la préhistoire profonde. Et pendant tous ces millions d'années, jusqu'à ce qu'on arrive au néolithique, il y a 12 000 ans, donc c'est hier, les humains étaient plutôt nomades, chasseurs-cueilleurs ou semi-nomades. C'était des populations qui se déplaçaient, qui vivaient le territoire de façon exploratoire, de façon horizontale. C'était une certaine manière de se représenter le monde, avec la présence de puissances divines, d'esprits qui habitaient les lieux, les forêts, les montagnes, les rivières. On vivait dans un monde qui nous dominait, et l'humanité devait placer un certain nombre d'intermédiaires, des chamans, des personnes qui avaient la charge de faire ce lien, de négocier, de commercer avec les puissances qui habitaient le territoire. Il y a 12 000 ans, révolution cosmographique, la façon dont on raconte le territoire et dont on agit sur lui a changé de manière radicale. Et c'est sans doute la plus grande révolution cosmographique de notre histoire en tant qu'espèce biologique, en tant qu'humain. C'est la révolution néolithique. Il y a 12 000 ans, on arrête d'être nomade, on se pose sur le territoire, on commence à développer l'agriculture, on commence à développer des sites urbains, des villes, et on commence à imposer sur le territoire que l'on habite une domination technique. On passe à un monde que l'on domine. Aujourd'hui, il y a encore 1% de la population mondiale qui est nomade, qui a un mode de vie qui est une survivance de la cosmologie, donc de la façon de penser le territoire du paléolithique, nomade. 1%, c'est quand même des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Mais en 1850, pas si longtemps, il y a un peu moins de 2 siècles, 150 ans, il y avait plus de 20%, 25% de la population mondiale qui était nomade. Donc la sédentarisation, elle est encore en cours et elle vient de s'accélérer là au XXe siècle. Tout a commencé il y a 12 000 ans.
au néolithique, il y a un site dans le sud de la Turquie qui est apparemment l'endroit, espèce de Dubaï de la préhistoire, où on a fait émerger des cités, des stèles. Donc c'est des stèles de 5 mètres de haut, qui sont, ça s'appelle Göbekli Tepe, des vestiges de cette révolution dite néolithique. Alors si on résume, pendant des millions d'années, on avait une vision du territoire qui était horizontale, nomade, la vision paléolithique. Il y a 12 000 ans, on a développé une version beaucoup plus verticale, extractiviste, productiviste, agriculture, industrie minière. En fait, on a imposé notre domination technique à l'endroit où l'on se trouve en se disant on va sortir du territoire tout ce qu'on va pouvoir sortir comme valeur. Les anthropologues vont dire ce qui a changé avec la révolution néolithique, c'est qu'on est passé de l'exploration à l'extraction. Urbanisation, production, accumulation d'objets. Est-ce que ça a changé depuis 12 000 ans? La réponse est non, ça fait 12 000 ans que nous sommes de plus en plus au néolithique. Les historiens vont considérer qu'on est sorti du néolithique avec l'invention de l'écriture, fin de la préhistoire, début de l'histoire, nouvelle phase. Ce que je propose, en tout cas en termes cosmographiques, c'est qu'en fait, ça fait 12 000 ans qu'on est au néolithique et qu'on l'est de plus en plus. On extrait de plus en plus de matière des sols. Chaque année au XXIe siècle, on extrait autant de matière que dans tout le siècle précédent. Tout le XXe siècle, un an, chaque année on en extrait autant de matière. On domestique le vivant de plus en plus, l'urbanisation s'accélère, on multiplie l'abondance des objets, de la production et de la consommation. On est de plus en plus au néolithique. Et quand on regarde les 12 000 dernières années, quand on regarde les grands moments de l'évolution des sociétés humaines, en fait, on voit qu'on est de plus en plus au néolithique. Ça, c'est la Renaissance, c'est l'humanisme. Le moment où l'humanité s'est extraite d'un joug religieux en se disant, grâce à la science, nous allons pouvoir imposer notre volonté à l'univers. C'était magnifique, ça a permis l'émancipation de l'individu. La Renaissance humaniste a permis plein de choses. Ça, c'est Francis Bacon, c'est un peu le René Descartes anglo-saxon au moment de la révolution humaniste. Vous voyez l'état d'esprit néolithique? Vous voyez cette idée de domination technique du territoire? La nature est une prostituée, femme publique. La nature est une prostituée. Nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs, grâce à la science, grâce à la domination technique. Aujourd'hui, ça passe plus, évidemment. Mais à l'époque, je pense que c'était applaudi, à tout rompre. Plus près de nous, au XIXe siècle, les fondements de l'économie classique. Donc là, vous avez Jean-Baptiste Say, c'est un peu le Adam Smith francophone, si on continue sur le français. Donc, cours d'économie politique, les richesses naturelles sont inépuisables. Allons-y. La preuve, nous les obtenons gratuitement. Ne pouvant ni être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas et ne seront pas, en fait, jusqu'à très récemment, l'objet des sciences économiques. Ça veut dire que notre logiciel économique, la façon dont on développe les entreprises et les administrations, jusqu'à très récemment, ont été construits sur cet état d'esprit néolithique qui est « extrayons un maximum de valeur du territoire sur lequel nous nous trouvons ». Sauf que ce logiciel, il a changé. Il s'est passé quelque chose au début du XXe siècle qui a commencé à déclencher une prise de conscience de toute l'humanité que ça ne tenait plus ce système-là. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1909, l'humanité plante un drapeau au pôle Nord. C'est suivi par tous les médias, tous les journaux du monde, surtout en Occident, parce que c'est les Américains et les Anglais qui font la compétition pour atteindre le pôle Nord. 1909. En 1911, là, c'est les Anglais et les Norvégiens font la compétition pour atteindre le pôle Sud. Ils plantent le drapeau. En fait, là, en 1911, l'humanité est en train de se dire ça y est, on a fait le tour de la planète Terre. La phase d'exploration, de mondialisation géographique est symboliquement achevée. On pourrait dire il reste les océans, il reste la conquête spatiale. Évidemment, il y a d'autres frontières. Mais en termes symboliques, c'est comme si l'humanité avait fait le tour de la planète Terre en 1911 en plantant un drapeau au pôle Sud. Paul Valéry, qui est un intellectuel poète français, dit tout de suite, en fait, ça change tout. Le temps du monde fini commence. Ça veut dire que l'humanité, pendant des millions d'années, s'est racontée comme vivant dans un monde infini. Et tout à coup, tous nos systèmes doivent se réajuster au fait que nous vivons dans un espace-temps qui devient fini. Et ça entraîne une reconfiguration cosmographique. Le début d'une transformation de la façon dont on se raconte et dont on interagit avec le territoire. Après des millions d'années de vision plutôt horizontale du territoire, quelques milliers d'années de vision verticale du territoire, nous accédons à une conscience planétaire. Et c'est l'histoire du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est la mondialisation finalement. C'est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mondialisation culturelle, financière, économique. Naît une conscience planétaire.
Et ça se manifeste au niveau cosmographique, et on va en reparler, je pense, juste après avec Jean-Pierre Gou, par la première image de la Terre, 1972. 1972, Blue Marble, la NASA produit la première image photographique de la face éclairée de la Terre. Le problème, c'est qu'il y a un mouvement, le problème ou pas, en tout cas l'histoire fait qu'il y a un mouvement de réaction à cette pensée de globalisation dominante qui naît au XXe siècle. C'est ce qu'on peut appeler la pulsion de relocalisation, qui va mettre en valeur les traditions, qui va mettre en valeur ce qu'on appelle les bassins d'identité culinaire, comment est-ce qu'on mange chez nous, les produits locaux, qui va valoriser les savoir-faire, l'artisanat, qui va appeler à une relocalisation des industries, qui va en fait raconter, de manière parfois trop simpliste, l'ennemi c'est le global, revenons au local. Et donc là en fait on se trouve aujourd'hui dans un momentum où il y a une tension très très forte, et les actualités géopolitiques et politiques le racontent très bien, tension très très forte entre le global et le local. Comme si, dans le narratif, ces deux notions étaient opposées l'une à l'autre. Or, quand on prend l'histoire de l'évolution humaine par rapport à sa relation au territoire, on comprend que le troisième âge du territoire, après le paléolithique et le néolithique, sera sans doute le moment où on arrivera à réconcilier le global et le local. Donc ne pas raconter ces deux visions du développement de l'humanité dans son territoire comme étant antagonistes, comme étant opposées, comme étant ennemis, mais les raconter comme étant à réconcilier. Et ça, cette chose-là de réconciliation du global et du local, toutes les entreprises ou les organisations avec lesquelles je travaille disent « mais ça, on a très bien compris, on sait très bien qu'il faudrait faire ça ». Mais en fait, aujourd'hui, la façon de le faire, elle est inefficace, ou en tout cas, elle mérite d'être travaillée, et la cosmographie peut aider. Notamment en pensant le territoire de manière dynamique. En gros, ce troisième âge du territoire, elle nécessite une approche systémique, une approche dynamique et une approche intégrale, où on va intégrer les échelles les unes dans les autres, l'échelle locale dans l'échelle globale, etc., etc. Alors ça, cette pensée-là, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer de façon illustrative dans ce livre qui s'appelle Géoconfiance, donc qui est construit en 3 échelles, l'échelle du monde, l'échelle planétaire, donc qui va vraiment s'attacher à mieux comprendre les phénomènes du monde comme le climat, comme les océans, comme les enjeux de la biodiversité à l'échelle planétaire, et progressivement le réintégrer dans les espaces locaux, l'endroit où l'on vit, en passant par le territoire, c'est-à-dire ces conventions que l'on a de déterminer des zones avec des frontières et pour les organiser, et en arrivant au milieu, c'est-à-dire vraiment le lieu et toutes ces interactions dans lesquelles on se trouve, en fait, qu'on ne choisit pas, puisque c'est l'espace-temps physique et biologique de fait. Donc dans ce livre Géoconscience, je vais parler de l'histoire de la représentation cartographique sur des milliers d'années, comment est-ce que les humains se représentent le monde au travers de cartes. Là, vous avez la plus ancienne carte du monde, c'est Babylone, 7e siècle. Ce n'est pas la plus ancienne carte du monde, c'est la plus ancienne carte du monde, parce que les Babyloniens ont tenté de représenter le monde, donc qui est sphérique, déjà il y a 2800 ans. Là, vous avez des cartes orthométriques. C'est des choses que je partage sur les réseaux sociaux et qui provoquent un certain nombre d'émotions. Moi, j'utilise la cartographie comme un langage pour justement aller mettre toutes ces notions ou aller questionner les dimensions que l'on perçoit collectivement du territoire. Et c'est des choses qu'on peut faire avec des entreprises ou des administrations. Là, vous avez une vue qui va questionner la place de l'océan dans notre monde. Là, ici, c'est une vue de l'océan Pacifique. On oublie que c'est un tiers de la planète, l'océan Pacifique. C'est gigantesque, on ne se le représente pas souvent de cette façon-là. Et ce qu'on voit ici, c'est le point Nemo, qui vient pour moi être l'occasion de dire que notre monde, c'est 96% d'océan. La surface, c'est 70% de notre monde, mais le volume, c'est 96% d'océan. Nous vivons dans un océan, ce qui veut dire qu'en matière d'attention collective, toute entreprise ou toute une administration devrait mesurer l'impact de l'océan sur son activité et l'impact de son activité sur l'océan. Ce n'est évidemment pas le cas quand on est éloigné des littoraux, mais on devrait le faire. Là, vous avez des changements de perspective, parce que mon travail, c'est de changer les perspectives. Donc là, vous avez le monde vu par les poissons. Notre océan est unique. Il n'y a pas l'océan Indien qui est séparé de l'océan Pacifique, qui est séparé de l'océan Atlantique. Donc il y a un cartographe sud-africain qui a proposé une représentation de l'océan unique. C'est ce que vous avez ici à gauche. Le monde vu par les poissons, on pourrait dire. Là, vous avez une carte du monde verticale qui vient de Chine, de 2013, et qui implique tout un tas de réalités ou d'aspirations géopolitiques qui ne sont pas du tout neutres.
la façon dont on met le monde en carte raconte beaucoup de choses de nos priorités et de ce à quoi on prête attention. Le territoire vient poser des questions liées à la technologie, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui va être géodonné. Moi, une partie de mon message, c'est de dire à tout le monde, entreprises, administrations, utilisez plus de géodonnées. Ça veut dire que les données que vous collectez, elles doivent être associées au territoire. Où est-ce qu'elles se produisent? D'où est-ce que vous les collectez? Et donc ça fait partie des messages que je diffuse. Là, vous avez des photos satellites, par exemple, de l'Amazonie, du Cantal. C'est des choses que vous allez retrouver dans le livre. Une réflexion sur l'urbanisme, la façon dont on développe les villes. Là, vous avez New York à gauche, vous avez Los Angeles à droite, qui sont deux modèles urbanistiques très différents, pourtant sur le même pays aux États-Unis. Et puis ensuite, on arrive au milieu. Et quand je dis milieu, là, tout de suite, il y a des dimensions qui vont être beaucoup plus religieuses, qui vont porter sur la croyance, qui vont porter sur la spiritualité, qui vont porter sur des mystères aussi, des choses qu'on ne comprend pas et qu'on devrait assumer comme telles, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de notre interaction avec le territoire qui restent mystérieuses et qu'il s'agit et dont la conscience collective mérite qu'on continue à les développer. Là, vous avez la résonance de Schumann. La planète Terre est entourée d'un halo électromagnétique, si vous voulez, qui permet à la vie d'exister, qui permet au flux électrique d'exister. Ça a été découvert par Edison et par Schumann à la fin du 19e siècle. Et c'est fascinant. Vous avez aussi d'autres cartes de changement de perspective, comme la Méditerranée. Je passe un petit peu vite parce que j'arrive sur la fin, il me reste 30 secondes. Là, vous avez la France avec les pesticides. Ce genre de représentation cartographique ou visuelle sous forme d'image, photographique et cartographique, c'est ce que je travaille avec, donc ce que j'appelle la cosmographie. Puis là, vous avez l'endroit où j'habite, donc à Vannes, parce que c'est un processus d'atterrissage. Donc je viens de Bretagne et ça fait partie aussi de ce que je raconte, d'atterrir à l'endroit où l'on est, à l'endroit où l'on vit. 3 idées, 3 préceptes pour finir, qui correspondent pour moi à la sortie du néolithique. Quelles sont les erreurs que l'on fait et qui méritent qu'on passe à l'étape d'après? Le territoire ne devrait pas être pensé comme un objet, mais comme un sujet. C'est quelque chose qui s'applique par exemple à la condition des femmes dans l'histoire à travers toutes les sociétés et les civilisations. Je pense que ça peut s'appliquer au territoire. Le territoire ne doit pas être considéré comme un objet, mais comme un sujet. Le territoire ne devrait pas être considéré comme un outil qu'on va pouvoir saisir à nos propres fins, mais comme un milieu dans lequel nous baignons et dont nous dépendons. Ça paraît évident, mais quand on regarde une entreprise ou les tableaux Excel ou les politiques publiques, ce n'est pas si évident qu'en réalité, on se représente le territoire de cette manière. Et enfin, dernière idée, le territoire ne doit pas être pensé comme un stock. Ça, c'est très néolithique, c'est très extractiviste. Le territoire doit être pensé comme un flux. Rien n'est permanent dans le territoire. Tout bouge, tout évolue, à la frontière du géo, du bio et du techno. Et ça fait partie de ce que je propose, notamment dans ce livre. Si vous voulez en parler après, je serai disponible pendant 1 heure pour qu'on en parle. Réconcilier lucidité et confiance sur l'avenir, ça fait partie de mes mantras, de mes préceptes. Et surtout, croire en nous, parce que l'humanité évolue sans cesse. On est capable de tout, y compris du meilleur. Merci à vous. Merci Maxime pour cette traversée sensible et intellectuelle. On va évidemment pas s'arrêter là, puisque voir la Terre autrement, ça demande quand même un peu plus que 25 minutes. Donc pour continuer, on va passer maintenant à un panel avec un conteur, un narrateur de cette manière de voir le monde autrement. Vous devez sûrement le connaître, puisqu'il est l'auteur de la saga Le siècle bleu et Révolution bleue, Jean-Pierre Gou, et donc il sera en discussion croisée avec Maxime Blondeau, que vous venez d'écouter juste maintenant. Et donc je vous invite à les accueillir chaleureusement. Je vous remercie. On a des fans dans la salle, merci. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que vous êtes aussi à l'origine d'un projet qui s'appelle One Home et qui nous permet à toutes et tous de vivre ce que vous appelez et ce qu'on appelle communément l'Overview Effect. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, l'Overview Effect, c'est un concept qui a été conceptualisé par un chercheur d'Harvard qui s'appelle Frank White et qui a remarqué que les astronautes
À peu près la moitié des astronautes, quand ils sont allés dans l'espace, ont eu une expérience extatique. Ils sont tombés amoureux de la Terre en voyant la Terre depuis l'espace. Et ça a complètement changé leur conscience et leur regard, justement, qui est le thème de ce que nous a expliqué Maxime. Et moi, j'ai toujours voulu faire vivre à tous l'Overview Effect sans envoyer les gens dans l'espace. Et en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de cela. Donc, sans quitter ça, comment est-ce qu'on peut faire revivre simplement cette expérience? Et depuis 30 ans, je rêve d'un satellite qui puisse filmer la Terre tout éclairé à tout moment. Et pour que ce satellite fonctionne, il faut qu'il soit à 1,5 million de kilomètres de la Terre, sur l'axe Terre-Soleil, au point où les forces d'équilibre, les forces d'attraction entre la Terre et le Soleil s'annulent. Et en fait, ce satellite, moi, je l'avais rêvé. Al Gore l'a fabriqué. Il a fallu 15 ans pour qu'il parte. Et depuis 10 ans, on a les images de ce satellite. Et on a créé cette ONG One Home pour animer ces images, mettre de la musique dessus et permettre à tout le monde de vivre cet Overview Effect. Et c'est ce que vous allez vivre maintenant pendant 2 minutes. Vous allez regarder la Terre comme on ne l'a jamais vue. Et comme elle ne s'est jamais vue, puisqu'elle a 4,7 milliards d'années. Et ce projet, c'est la première fois où elle se voit tout éclairé de tous les côtés. Donc, vous allez faire cette expérience et tomber aussi amoureux de la Terre. Cette représentation que vous venez de nous partager, elle fait quand même beaucoup écho à ce qu'on a pu voir avec toutes ces images, toutes ces nouvelles perceptions de notre territoire et de notre Terre, parce qu'on a également eu une vue satellitaire tout à l'heure. Peut-être dans la présentation de Maxime, qu'est-ce qui a pu te faire réagir? Est-ce qu'il y a des choses où finalement je t'ai dit ça fait écho à ce que j'essaie de faire avec l'Overview Effect ou d'autres projets? Je trouve que ce qui est fascinant dans ce que fait Maxime et que je vois depuis qu'il s'exprime, depuis qu'on se connaît, c'est cette notion que le regard a changé dans le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le regard, on a toujours porté le même regard sur le monde. Et ce qu'il nous a montré, c'est qu'à travers les époques, à travers les peuples, on ne regarde pas le monde de la même manière. Et que c'est peut-être finalement là, dans ce changement de regard, qu'on peut avoir le plus grand levier sur notre action sur le monde, notre manière d'habiter le monde, et que c'est peut-être pas la peine d'aller chercher midi à 14h, et que si on arrivait à déclencher un changement de regard, on pourrait faire ça. Et moi, il y a des images qui m'ont bouleversé, notamment cette carte de l'Afrique,
où on voit les reliefs alors qu'elle est toujours présentée de manière plate. Et moi, j'ai toujours été un fan des expéditions de Burton et Speck sur la recherche des sources du Nil. Et je ne comprenais jamais pourquoi c'était aussi compliqué d'aller trouver le lac Victoria, mais qui est quand même perché haut dans une zone hyper enclavée. Et là, on le remarque et on se rend compte que ce berceau de l'humanité, la vallée de l'Olduvai, etc., on voit tout ça. Et c'est vrai que ça change notre regard aussi. Et c'était Proust qui disait: le vrai voyage, ce n'est pas de découvrir des nouveaux paysages, c'est de trouver un nouveau regard. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et notre regard, il change quand on est enfant, quand on est adulte, quand on vieillit. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un changement de regard collectif pour habiter le monde autrement, comme il nous l'a dit. En tout cas, merci de nous éveiller à ces changements de regard. Merci. En effet, il y a beaucoup d'explorateurs qui nous disent que le moment où on explore un endroit, ce n'est pas le moment où on y met le pied, mais c'est le moment où on commence à comprendre en effet les cheminements des rivières, la hauteur des montagnes, vraiment la végétation qui s'y développe. Là, on entend finalement qu'il y a un peu cette perception qui peut être changée avec ce genre de visualisation, avec l'overview effect. De ton côté, Maxime, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te questionner sur la vision et le regard qu'on porte sur le territoire ? Alors, à l'origine, moi, il y a 10 ans, j'ai commencé à enseigner l'anthropologie du numérique. Donc, au départ, moi, le sujet, c'est le numérique qui est en train de rentrer dans nos modes de vie. On dit pervasif, c'est-à-dire qu'il est partout, le numérique. Il est dans l'entreprise, il est dans nos vies quotidiennes. Et il est en train de changer notre regard sur l'espace et le temps. Il est en train de changer notre regard sur les territoires. Il est en train de changer notre regard à peu près sur tout. Et donc, à l'origine, moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça change comme regard ? Est-ce que ça nous reconnecte avec le territoire? Est-ce que ça nous déconnecte? Et in fine, parce que moi, mon approche, c'est pas tant, même si c'est ce que j'ai fait ici, de dire qu'il faut changer de regard, mais de me poser la question de comment est-ce qu'on oriente collectivement notre conscience collective dans la bonne direction. Donc comment on fait? Et en fait, je crois que le numérique est au cœur du sujet. Il n'y a pas que le numérique. Il y a aussi nos propres sens, la façon dont on perçoit physiologiquement le monde. Reconnecter notre corps au territoire, ça fait aussi partie de l'équation. Donc moi, je m'intéresse à comment est-ce qu'on va pouvoir changer ce regard. Le numérique est dans l'équation, notre physiologie est dans l'équation, les images ou les vidéos telles que Jean-Pierre les propose sont dans l'équation aussi. Tout ça doit être, je crois, repensé de façon la plus volontariste possible pour qu'on déclenche ce changement. En fait, le changement est déjà déclenché, mais qu'on l'accomplisse enfin. Alors, tu nous dis que finalement, pour changer ce regard, c'est pas tant en le disant qu'en le faisant, finalement, qu'on peut le provoquer. Jean-Pierre, en écrivant des grands récits qui arrivent à nous projeter aussi dans cette manière d'apprendre le monde différemment, est-ce que c'est ce que tu cherches à faire? Est-ce que c'est aussi accompagner un changement de narratif, un changement d'imaginaire qui peut après se décliner en action? Dans son triptyque, Maxime mettait le mot imaginaire, quoi. Et ce mot imaginaire, très souvent on l'oppose à la réalité, c'est-à-dire ce qui est imaginaire n'est pas ce qui est réel, alors que l'imaginaire c'est un peu la couche symbolique qu'il y a entre vous et le monde. Et moi j'ai toujours beaucoup voyagé par le roman. J'ai beaucoup changé par le roman, c'est-à-dire qu'en me sentant à l'intérieur d'un personnage qui vivait quelque chose de très fort, comme si cette expérience, je l'avais vécue moi-même. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille sur la question de la transition écologique et énergétique, et je me disais, de faire un voyage aux gens dans un roman dans lequel on réussit cette transition écologique et on se met à la place des héros qui la font, je me dis ça peut induire chez les gens déjà une envie de s'engager, une envie d'y croire, et puis de leur faire goûter à ce futur auquel on croit presque plus, en leur montrant qu'il est possible et pas si lointain que ça. Et donc pour moi, le roman, c'est un voyage intérieur, puisque vous avez une succession de lettres qui vont former des images dans le cerveau des lecteurs et des lectrices qui ne sont jamais les mêmes, qui déclenchent des émotions, donc qui déclenchent un voyage et qui créent une expérience qui va peut-être après changer votre manière d'agir sur le monde ou le regard. Et dans mon premier roman, le personnage principal était un astronaute qui était bloqué sur la Lune et qui vivait cet overview effect. Et je l'avais écrit parce que George Bush avait annulé ce satellite. Et je me dis, si je n'ai pas les images, je vais les faire ressentir par le roman, où il n'y a absolument aucune image. Mais l'idée, c'était par les yeux de cet astronaute, faire goûter aux gens cette transformation de l'overview effect comme s'il la vivait réellement. Et là, dans ma nouvelle saga Révolution Bleue, là, c'est autre chose. C'est de faire vivre aux gens le fait que l'humanité est un collectif, qu'on est tous liés, qu'on peut être un organe de la biosphère
et si je l'explique en conférence, ça ne va pas de soi, mais si vous le vivez par l'intérieur, par le roman, ça peut aller de soi. Donc le roman, c'est pour moi une manière d'augmenter le réel, les récits, et les récits participent au changement de regard. C'est d'ailleurs une des critiques qui peut être faite aujourd'hui au mouvement écologiste, où on se rend compte qu'on est beaucoup dans expliquer ce qu'on devrait penser, le ressenti qu'on devrait avoir face à la crise, à l'urgence environnementale qu'on est en train de vivre, alors que là, aussi bien avec, je dirais, ton travail, Maxime, et ton explication et ta mise en récit, et toi, avec ce que tu fais, Jean-Pierre, il y a vraiment cette chose de, on vous met les images, on vous met une histoire, et puis après, c'est vous qui faites le reste. Est-ce que c'est des choses qui ont pu être remontées peut-être sur comment est-ce qu'on arrive à toucher d'autres publics, notamment sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, où ce n'est pas toujours des personnes qui sont convaincues de l'urgence et des moyens d'action à mettre en œuvre? Oui, alors il y a beaucoup de questions super intéressantes dans ta question. En gros, ce triptyque territoire, technologie, imaginaire, pour moi, il me sert justement à avoir différents modes d'action. Le premier, c'est le territoire, comment on en parle. Et donc, la question des imaginaires, mais aussi, moi, là, j'ai créé depuis quelques jours, peut-être que certains d'entre vous ont vu, un média qui s'intéresse vraiment aux grandes industries créatives, le cinéma, la science-fiction, les jeux vidéo, qui touchent des millions, j'ai envie de dire des milliards d'heures de cerveau de la jeunesse et puis des adultes aussi. C'est vraiment les grandes industries aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon. Comment est-ce qu'ils traitent le sujet du territoire? Comment est-ce qu'ils racontent? Quelles influences ils ont sur notre conscience écologique? Donc ça, c'est ce que je propose. Là, j'ai juste fait 2 mondes, mais je vais en faire un par semaine. C'est l'interrogation sur comment on raconte le territoire. Mais il y a aussi la notion technologique, donc la notion d'outils. Quand on est une entreprise, quelles sont les données qu'on utilise et qu'on met dans nos tableurs Excel, qu'on met dans notre valorisation de notre activité. Et donc en fait là, on n'est plus sur le front office, on n'est plus sur ce que tout le monde voit, on est sur le logiciel derrière et l'arrière-cuisine, mais ça fait complètement partie aussi de la production d'un logiciel collectif. Et le dernier, c'est ce que je fais par exemple sur les réseaux sociaux, et qui, je crois, est un peu à l'origine du fait que les gens s'intéressent à mon sujet, c'est de parler du territoire comme étant quelque chose de très hautement psychologique, culturel, affectif. En fait, pour tout le monde, et là, ça réunit toutes les classes sociales et tous les milieux éducatifs, pour tout le monde, le territoire, c'est quelque chose de fort. Que ce soit qu'on se sente citoyen du monde ou qu'on se sente habitant de son village dans la montagne, en fait, il y a plein de manières d'exprimer sa relation au territoire, et à chaque fois, elle est très forte, elle est très dense, elle est très fertile, et c'est ce que j'essaie de travailler aussi. On entend aussi dans vos discours qu'il y a quand même une approche qui est très basée sur l'émotion et aussi sur l'intellectuel. Pour autant, vous parlez tous les deux d'un espèce de basculement de conscience qui, derrière, après, va avoir des répercussions assez concrètes. Comment est-ce que ce fameux basculement, il vient aussi transformer concrètement nos manières de vivre, nos manières de penser, d'habiter le monde, parce que c'est aussi ça les enjeux aujourd'hui. Quand je parlais de l'endroit où j'ai grandi, c'est une manière particulière d'habiter le monde qui a conduit au ravage sur les écosystèmes et sur la santé des habitants. Mais il y en a d'autres, des manières d'habiter le monde que tu as montré. Il y a encore des millions de personnes qui sont nomades. Comment est-ce que vous arrivez concrètement à faire basculer ces manières de vivre? C'est votre objectif d'ailleurs. Je crois que le mot bascule, parfois, il est un peu prétentieux parce que moi, la seule chose que j'essaye de faire, si les gens regardent ces images ou lisent mes livres, c'est de faire un pas aux gens. Et un jour, ce pas pourrait être le pas décisif, mais ça pourrait être en lisant ton livre ou en allant regarder un film. Mais si on fait faire un pas, déjà, c'est bien, Donc, et ce pas peut être le pas de bascule si les gens ont déjà fait tous les pas d'avant. Donc moi, je ne prétends pas provoquer une bascule, et je crois que ça serait... mais j'ai des témoignages de gens pour qui ce livre a été la bascule, a changé des choses dans leur vie, a changé leur manière d'habiter le monde. Mais je crois que c'est aussi lié à tous les pas qu'ils ont fait avant et d'essayer de faire quelque chose qui soit, comme tu le disais, Stacy, plus de l'ordre d'inspirer que de convaincre. C'est-à-dire, moi, je laisse les gens avec quelque chose, ils en font ce qu'ils veulent. Et parce que guider un mode de pensée, si on pouvait reprogrammer le regard de tout le monde, il y aurait quelque chose de très dictatorial. On pourrait se poser la question de qui fait ça. Et souvent, on se rend compte que les changements de regard, les bascules culturelles se produisent de manière presque inopinée. Et c'est peut-être là où aura lieu de l'imprévisible
et qui peut complètement basculer les choses. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on est dans cette ère de la conscience planétaire. Avec la mondialisation, on se sent, je veux dire, la Chine, Jakarta, le fin fond de l'Afrique, tout ça, c'est des territoires qui sont connus. On habite communément la Terre. Il faut qu'on trouve une manière de l'habiter collectivement. Et moi, c'est vraiment ça que je traite dans la nouvelle saga Révolution Bleue. Et je crois qu'il faut défricher ces chemins. Et le roman permet d'explorer des voies. Et tu as fait dans ta newsletter, magnifique newsletter sur Dune. Frank Herbert, il faisait ça aussi. Il a défriché un endroit où personne n'avait jamais été, qui était dans son imaginaire, mais il l'a décrit comme si c'était réel. Et en fait, il enrichit le réel. Et il y a des tas de gens qui ont été inspirés par Dune. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres gens qui seront inspirés par ce que je fais ou pas. Mais l'essentiel, c'est de créer du réel et de défricher parce que l'avenir fait peur et l'incertain fait peur, quoi. Donc, Maxime, tu décrivais un attachement qui est très personnel aussi au territoire, où en effet, on peut être attaché à son pays, mais on peut être attaché aussi à son petit village, à un endroit dans lequel on a passé quelques heures à jouer quand on était enfant. Est-ce que ça, il y a des manières aussi de venir par l'éducation, je veux dire renforcer ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps devant nos écrans, que ce soit les enfants, mais aussi les adultes. Et pour autant, on se rend compte qu'il y a quand même des initiatives, je pense au train de la SNCF, où ils ont essayé sur les fenêtres de mettre, en fait, il n'y a pas besoin de filtre, vous pouvez regarder. Et pour autant, on n'a pas tant de gens que ça, qui prennent le temps, quelques secondes, de regarder par la fenêtre. Oui, l'endroit d'où l'on vient, c'est, je crois, un levier qui peut nous emmener vers l'action. Valoriser les identités. En fait, la notion d'identité, elle peut être perçue, comme la notion de territoire d'ailleurs, peut être perçue comme la source du conflit, comme la crispation, comme la tension, comme la guerre. Mais en fait, on pourrait tout à fait raconter l'identité et le territoire comme au contraire le lieu de la paix, de la sérénité, du bien-être, de la réconciliation. C'est un choix. C'est-à-dire que c'est presque, sans être religieux, un acte de foi. C'est-à-dire qu'il faut se dire, on veut faire ça du territoire. Et pour revenir à la question de comment on fait ou qu'est-ce qui doit changer, je suis assez d'accord. Moi, je n'utilise pas le mot bascule parce que je suis dans une lecture qu'on pourrait qualifier d'évolutionnaire. Je pense que l'humanité est sur une voie d'évolution et qu'il va y avoir des gens qui vont résister, qui vont se battre becs et ongles pour rester dans le passé, et qu'il y a des choses qui évoluent en permanence. Moi, je suis plus sur l'image, si on veut prendre une métaphore, des transitions de phase en physique. C'est comme l'eau, elle bout, et à un certain moment, elle change d'état. Mais en fait, on n'a pas fait une bascule sur l'état de l'eau. En fait, c'est progressif, chacun peut contribuer à sa manière, et c'est comme ça que je vois les choses. Et contribuer à quoi ? Qu'est-ce que c'est ce changement qui doit s'opérer ? Je vais le dire d'une manière tellement simple que les gens vont dire « mais c'est absurde tellement c'est simple » ou « c'est creux tellement c'est simple », mais pourtant je crois que c'est là. C'est simplement d'apprendre aux enfants, à tout le monde, aux individus, aux entreprises, aux administrations, à voir le territoire qu'on en habite, non pas comme étant une source dont on va prendre des choses, mais un milieu dont on va prendre soin. Et en fait, ce truc-là, ça passe par avoir un logiciel contributif. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis un enfant en 4e et je vais faire un échange de langue. Et bien, en fait, qu'est-ce que je vais apporter au territoire dans lequel je vais aller ? Est-ce que je vais juste passer 2 semaines et je vais prendre un maximum de choses et puis je vais revenir ? Ou est-ce que je vais quelque part et je vais apporter quelque chose au territoire ? Et en fait, on rentre dans une relation qui n'est plus du tout la même avec l'espace-temps. Et je crois que ça fait partie potentiellement des marges d'amélioration de l'humanité, quoi. Et tout ça, ça fait quand même écho à des gros changements, en tout cas, qu'on appelle de nos voeux dans nos institutions, mais aussi dans la loi. On parle aujourd'hui des communs, d'Elinor Ostrom, de comment est-ce qu'on apprend typiquement sur le territoire à se dire un puits, une rivière ou autre, c'est pas juste une ressource dont on va pouvoir se servir individuellement le plus possible pour essayer de tirer la couverture vers soi, mais c'est une ressource qui est là, qui est présente sur le territoire, qui fait qu'on peut y vivre. Et donc comment est-ce qu'on en prend soin ? Donc il y a aussi une vision, je dirais, de l'imbrication d'humains dans le futur, dans l'avenir aussi d'un territoire. Et ça se fait par le changement typiquement tu l'as mentionné, de percevoir aussi la Terre non plus comme un objet, mais comme une personne, comme vraiment un acteur qui fait partie à part entière de notre société. On parle de plus en plus des droits de la nature. Hier, on avait un panel à la Water Odyssey que je vous invite à aller voir, qui est juste sur les quais, où on a parlé également des gardiens de la Seine, Marine Calmet qui porte de manière assez brillante ce sujet des droits de la nature. Est-ce que c'est des choses aussi auxquelles vous réfléchissez, de se dire, il y a en effet tout ce pan des imaginaires, tous ces récits, toutes ces visualisations, mais derrière, il faut aussi que nos institutions, elles se saisissent de ces nouveaux imaginaires et de ces nouvelles manières de faire avec le territoire.
Juste pour revenir sur cette question-là, le territoire est un sujet, était un objet, il devient un sujet. Moi, il y a un livre, il y a 30 ans que j'ai lu, qui m'a complètement changé ma vie. C'était La Terre... La Terre est un être vivant de James Lovelock, l'hypothèse Gaïa, où il fait cette proposition qu'on vit à l'intérieur d'une gigantesque créature qui aurait évolué, qui est au départ très simple, qui se serait structurée avec le temps. Et cette vision, en fait, le fait qu'on habite à l'intérieur d'un corps, finalement, on peut voir le projet One Home comme une sorte de macroscope, si on était une cellule de notre corps qui partirait à l'extérieur et qui montrerait le corps auquel on appartient. Et c'est fou quand on se dit qu'on est des petites cellules de la Terre et qu'on conçut, à cause de tensions entre l'URSS et les États-Unis, la technologie pour pouvoir s'extirper et se voir depuis l'extérieur et donner à la Terre une espèce de conscience d'ordre 2 pour prendre conscience d'elle-même. Et cette notion qu'on habite dans un être vivant, moi je pense que ça peut être la plus grande révolution cognitive qu'on peut avoir, et on a les preuves en fait qu'on est là-dedans, puisque tous les échanges gazeux sont avec la Terre, tous les échanges de nutriments, c'est facilité par le vivant, la distribution de l'eau aussi, et nous, dans cette Terre qui est là, biosphère qui est là depuis l'apparition de la vie, 3,7 milliards d'années, l'humanité, très souvent, on la considère comme étant externe, alors qu'en fait, on est de ces cellules, et la proposition que je développe dans mes romans, c'est qu'on puisse être un organe de la Terre, c'est-à-dire assumer un certain nombre de fonctions biologiques, physiologiques, à l'échelle du corps qu'est la Terre. Et aujourd'hui, vous voyez les forêts, les bactéries, les vers de terre, tout ça, ça a des fonctions biosphériques. Et donc, quelles pourraient être les fonctions de la Terre? Donc, moi, je propose que l'humanité évolue vers un méta-organisme qu'on appelait Homo biosphéris. Et ce changement-là, qu'on puisse être à la fois soi-même membre de notre culture locale, appartenir à un collectif qu'est l'humanité et appartenir à un collectif encore plus grand qui est la Terre, en fait, ça change complètement les horizons et ça peut être de nature à changer le regard. Et pour revenir sur le droit, aujourd'hui, on s'efforce de plaquer du droit sur des choses pour lesquelles on a un ressenti complètement externe. Donc, c'est très bien d'avoir fait... j'ai adoré tout ce qui a été fait par Marine Calmet et Anne Hidalgo sur les droits de la scène, mais on se force, comme on n'a pas encore changé le regard, ça paraît artificiel, donc on va s'efforcer de ça. Alors que si on changeait le regard en se disant, en fait, on fait partie d'un tout, on a une fonction, on est en train de s'assembler comme un organe, en fait, plaquer du droit, ça deviendra une sorte d'évidence, quoi, et pour que ça soit facile. Et moi, j'essaye de trouver ça, des voies qui rendent le travail de tous les gens extraordinaires qui sont dans les milieux de la transition, que tout ça soit facile, par ce changement de regard et par le sentiment d'appartenance au monde qui soit différent. Maxime, une réaction là-dessus ou... La question du droit, en fait, le droit... donc moi, mon parcours, c'est école de commerce, ensuite Sciences Po, affaires publiques, donc tout ce qui est politique publique, où j'ai appris le droit public, et ensuite, après, de l'anthropologie à l'Université de Toulouse. Et en mixant les trois, j'arrive à quoi? J'arrive qu'en fait, le droit, c'est de la production d'imaginaire. C'est-à-dire que les plus anciennes sources de droit, c'est le Code d'Hammurabi en Mésopotamie. C'est quoi? C'est une stèle qui est une espèce d'objet symbolique à la destination de toute la société, qui va produire un récit, notamment un récit en matière de valeurs, c'est-à-dire de hiérarchie de valeurs. Ceci est plus important que cela, et collectivement, on va développer une conscience qui va dans cette direction. Donc l'outil droit de la nature est un outil cosmographique, maintenant vous voyez pourquoi j'utilise ce mot, extraordinairement puissant, et je pense que c'est une très bonne idée en effet de l'utiliser pour accélérer ou contribuer. Ça va pas fonctionner tout seul, mais contribuer à ce changement qui est déjà bien enclenché depuis plusieurs décennies. Moi, j'utilise 1972, c'est en lien aussi avec ton travail, comme étant le moment de la première image de la Terre, Blue Marble, le premier sommet de la Terre à Stockholm, le Limits to Growth, le Club de Rome 1972, c'est le début de la collecte des données de WWF sur le vivant, des ONG planétaires. C'est le début d'une période, donc ça fait que 50 ans. En fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est hier. On est au tout début de quelque chose. Et ce changement de logiciel, il est déjà en train d'avoir lieu, je crois. Justement, Jean-Pierre, je crois que tu vas continuer à participer à ce changement de logiciel. Je vois qu'il y a les couvertures de tes ouvrages ici qui vont arriver à l'écran, je suppose. Oui. Ah oui, je voulais vous révéler en exclusivité le titre et la couverture du prochain roman qui sort en août, qui va s'appeler La Clé des songes, et qui va explorer la dimension plus de l'inconscient collectif, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire une grosse partie des stratégies du changement aujourd'hui ont été basées sur le conscient,
alors qu'on sait que toutes nos habitudes sont déterminées par des croyances qui sont elles-mêmes drivées par des visions du monde. Et si on veut agir sur ça, c'est dans l'inconscient collectif et dans les rêves qu'on peut peut-être trouver une force de transformation de la société. Donc ça sera le sujet du prochain roman, La clé des songes. Voilà. Eh bien, on ira l'acheter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à vous, participants. Et puis, je vous donne rendez-vous sur d'autres sessions de Change Now. Merci à nouveau. Merci à vous.